bienvenue sur Gabon 24. L'investiture du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et la nomination du Premier ministre Raymond Donsima introduit un nouveau chapitre de l'histoire du Gabon. Alors que l'économie semble occuper une place de choix dans les mesures annoncées, comment envisager l'avenir à court et moyen terme de ce pays riche en pétrole, en manganèse ou en bois? Mais l'on sait de façon générale que le grand chantier économique du Gabon est surtout celui de la diversification de l'économie, en projet depuis de nombreuses années. Alors, on y arrive avec quelle stratégie? Surtout que l'on sait, tenez par exemple, que la Banque africaine de développement a revu à la baisse ses perspectives pour cette année et l'année 2024. Je vous donne quelques chiffres, tenez. On parle de cette institution qui table désormais sur 3,4% cette année et 3,8% l'an prochain, contre 4% cette année et 4,3% précédemment anticipé. C'est pour vous dire que le contexte économique est assez difficile. Alors, c'est quelle stratégie que l'on met en place au Gabon pour relever notre économie en cette période de transition? Sur notre plateau, nous avons un invité que vous connaissez certainement déjà, Jess Farel Ndombiogo. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie et développement international. Bonjour une fois de plus, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être aussi sur le plateau de Gabon. Le plaisir, il est partagé. Nous avons donc une vingtaine de minutes pour faire le tour de cette problématique. L'on sait que l'enjeu, il est de taille. Les autorités ont un objectif à atteindre, relever l'économie. Comment on y arrive? En quelques mois, on va dire ça comme ça, moins de 3 ans selon les dernières informations. Mais nous, il y a quelque chose qui tout de suite nous interpelle. Lorsqu'on parle de transition, on a l'impression que tout est à refaire, comme on l'entend au quartier très souvent. Est-ce que c'est réellement ça? Puisqu'on est en période de transition, même sur le plan économique, il faut tout remettre à plat? Non, pas du tout. Quand on parle de transition, naturellement, il s'agit d'une phase intermédiaire entre une phase précédente et une phase suivante. Ça voudrait dire qu'il y a un actif, mais il y a également le passif. Et donc, quand on parle des acquis, c'est des acquis que nous devons conserver. Le Gabon ne va pas être refait totalement, puisque le Gabon a commencé depuis les années 60. Il y a eu des réalisations que nous devons conserver. Mais cette phase transitoire est également l'occasion de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est l'occasion de redéfinir les choses, c'est l'occasion de redéfinir une nouvelle stratégie qui cadre avec la vision des plus hautes autorités actuellement. Il s'agit d'une vision d'un pays prospère, et cette prospérité doit être partagée. Les Gabonais doivent le ressentir dans leur assiette et dans leur quotidien. Et donc, il y a des préalables à mettre en place quand même lorsqu'on parle de la relance d'une économie comme la nôtre. Je l'ai dit, nous sommes riches en matières premières. On parle du manganèse, on parle du pétrole, du bois. On a assez de ressources. Mais quand même, si on veut remettre le train sur les rails, on doit observer certains préalables. Oui, naturellement. Mais la phase transitoire, comme il est indiqué, c'est une phase qui est courte. Donc, ce programme, ils ont annoncé effectivement le chronogramme. Les élections auront lieu en août 2025. Ça voudrait dire que nous devons établir un programme sur le court terme. Et sur le court terme, ça voudrait dire effectivement qu'on ne peut pas engager de grands chantiers parce que vous savez ce que ça englobe financièrement et en termes de temps. Mais ce qui est faisable actuellement, c'est de faire une revue de portefeuille des projets qui ont été engagés, des projets à fort impact social. Je prendrai par exemple dans le secteur de l'éducation, le programme d'investissement dans le secteur de l'éducation qui a été financé par l'AFD. Il y a eu la première phase qui a permis la construction de 15 écoles. Donc, l'objectif était de la construction de 500 salles de classe. Nous sommes dans la deuxième phase actuellement, avec la construction de 13 écoles dans le Grand Libreville, Akanda, Ovendo, Libreville, Ntoum et Port-Gentil. Il faudrait que le projet est un projet que nous pouvons achever sur les 2 prochaines années. Nous avons le programme d'appui au secteur de la santé, avec la réhabilitation de 8 centres de santé, notamment au Konja, les Koni, au Vent, Minzik, Meduneu, Fougamou, et Ndende. Et la réhabilitation également des hôpitaux provinciaux, à l'instar de Mouila, Makoko, Oyem. Il y a des projets routiers. Vous avez vu récemment avec le phénomène des inondations, Vous avez vu avec le phénomène des pluies, des routes qui ont été coupées. On parle de Libreville-Ntoum, qui avait déjà été réhabilité il y a de cela 2 ans. Ça veut dire qu'il faut un programme sur le long terme. Il faut des travaux de qualité. Nous avons également Meduneu Minzik. Nous avons la Lara Njolé également, qui est en piteux état. Et donc, il faut une véritable cartographie concernant le programme d'entretien routier. Il y a des routes qui sont prioritaires. Nous devons rapidement agir, de telle sorte que les routes ne soient pas coupées, parce que n'oublions pas que l'objectif est que les provinces soient interconnectées, mais également au niveau des routes frontalières. Vous avez vu le relancement du chantier du tronçon routier Oyem à Soc-Maison de 35 km, qui est frontalier à la Guinée équatoriale, qui va se poursuivre. Il y a également Ndende et Doussala avec le Congo.
pour dire effectivement qu'il y a des programmes qui doivent continuer, mais nous n'allons pas tout refaire actuellement. Il faut que nous soyons honnêtes. Il y a le projet des bassins versants également, qui est un projet qui avait déjà été engagé. Ce projet consistait à reloger les populations dans un premier temps. Donc, ce projet a été financé, le relâchement des populations, dans le PCR, par la BDAC. Vous allez en Nzambikele, il y a 5 à 600 logements, mais c'est des logements qui ne sont pas terminés parce qu'initialement, il s'agissait de construire 1100 logements. Donc, toutes les populations affectées par le projet, il s'agissait de 3 bassins versants initialement, le Weiyaï, Guégué et Terre Nouvelle, qui a été financé par l'AFD, la Banque européenne d'investissement et la Banque islamique de développement. Pour différentes raisons, et parfois pour un manque de contrepartie de l'État gabonais, pour parfois des problèmes de gestion, pour X, Y raisons, pour des problèmes politiques, le chantier, le programme, le projet a été plus ou moins arrêté. Donc, on peut redéfinir, on peut relancer ce projet avec l'UCED, qui peut devenir l'Office d'assainissement du Gabon, parce que nous avons 21 bassins versants au niveau de Libreville. Il y en a d'autres à l'intérieur. Je pense que nous tournons autour d'une trentaine de bassins versants. Il faudrait une structure qui s'occupe de ce projet parce que vous avez vu la pluie récente. Il y a eu des décès, il y a eu des dégâts matériels. C'était une pluie de 2 heures. Imaginez-vous avec les changements climatiques, une pluie d'une journée. On peut avoir comme dégâts. Pour dire qu'il faut des projets à fort impact social qui touchent le quotidien des Gabonais. Nous avons parlé de la vie chère qui demeure un problème central. Nous avons eu les assises de la vie chère, malheureusement, qui a accouché d'une souris. Nous avons eu beaucoup d'attentes là-dessus parce que nous pensions que nous devions regarder la structure des prix de chaque produit. Je prenais un exemple, si on veut développer le tourisme. Un des premiers éléments, c'est le billet d'avion. Si aller à Port-Gentil vous revient à 400 000 aller-retour, et aller en France vous revient à 600 000, le choix est vite fait. Vous comprenez que donc il faut regarder la structure des prix, il faut regarder la part des taxes et autres, qu'est-ce qu'on peut réduire, de telle sorte effectivement qu'on puisse ressentir cet impact, parce que tant que ça va être excessivement cher, on ne peut pas développer le tourisme si nous n'avons pas une compagnie de transport, si les billets d'avion coûtent excessivement cher, si le réseau routier n'est pas fiable, pour dire qu'il faut un programme intégré. Donc, en somme, on ne remet pas tout à plat parce qu'il y a des choses qui ont été entamées. On va essayer d'améliorer ce qu'il y a à améliorer et puis peut-être sortir de terre ce qu'il faut sortir de terre, prendre certaines initiatives. Et on rappelle, comme vous l'avez dit, que l'inflation ne concerne pas que les produits alimentaires. Il faut toujours le rappeler. C'est une augmentation généralisée des prix. Comme l'expert vient de le dire, on peut prendre l'exemple des prix des billets d'avion qui flambent et qui plantent énormément le portefeuille des consommateurs. Alors, il y a quand même des secteurs stratégiques. Le gouvernement de la transition a sorti le chronogramme. Ils ont moins de 3 ans pour atteindre leurs différents objectifs. Est-ce qu'il y a des secteurs stratégiques sur lesquels ils doivent se baser pour que ça marche et quels sont ces secteurs selon vous? Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que notre économie reste fortement dépendante du secteur du pétrole. Mais même dans le secteur du pétrole, on a parlé par exemple du décret relatif au local content, de dire effectivement qu'il y a maintenant une part des marchés qui sera accordée en priorité aux entreprises nationales. Il y a des métiers dans le secteur du pétrole où nous n'avons pas de main-d'œuvre locale qualifiée. Il faut regarder encore à l'intérieur, idem dans le secteur minier, idem dans le secteur forestier, idem, également vous avez vu récemment la décision du président Brice Oligui Nguema concernant effectivement la dette intérieure avec la réhabilitation des subventions de travaux publics, avec également le financement par les banques locales, pour dire effectivement que sur le plan local, il nous faut des champions désormais. Il faut que nos PME deviennent des grandes entreprises dans les prochaines années. Il faut les accompagner, il faut leur donner des financements, il faut leur octroyer des marchés, mais il faut également un contrôle derrière. C'est de telle sorte effectivement que notre économie demain, parce que vous prenez un exemple de l'économie japonaise, les PME c'est plus de 90% de l'économie au Japon. Pour dire effectivement que nous ne pouvons pas développer notre économie sans un tissu local fiable. Après 60 ans au Gabon, plus de 60 ans pour moi, nous n'avons pas de champions. Je prenais un exemple dans le ciment, c'est les Marocains actuellement. Je prenais dans le secteur du transport, je prenais tous les secteurs confondus, nous n'avons pas un Gabonais que nous pouvons dire qui est parti de A pour aboutir à Z et qui peut servir de référence aux autres. Donc je pense que le président a montré le canevas, a montré sa volonté actuellement. Et je pense que sur les 2 prochaines années, je rappelle qu'il s'agit de mettre les bases, de mettre les fondamentaux qui vont servir pour les prochaines années. Sur de ce qu'il s'agit, nous n'allons pas refaire le Gabon parce que vous savez qu'actuellement, il y a le contexte politique qui va être une priorité avec la nouvelle constitution et autres. Il y a l'aspect économique qui va accompagner, mais il s'agit de mettre les fondamentaux dans les différents secteurs. Nous avons commencé le processus de diversification avec le manganèse, comme je l'ai rappelé. Nous sommes le premier producteur de manganèse aujourd'hui, 7,5 millions de tonnes, tant pour moi.
ça a rapporté en 2022 197 milliards de francs CFA. Contrairement à 2021, où nous avons eu 89 milliards, ça veut dire que la production a augmenté, les prix ont grandement augmenté. Idem dans le secteur pétrolier, les prix ont augmenté, le prix du baril a augmenté également, la production a augmenté, sans compter l'appréciation du taux de change entre le dollar et le franc CFA. Pour dire effectivement que ça a commencé. La zone économie spéciale de Nkok, nous avons parlé des zones d'investissement spéciales, les zones d'investissement spéciales, autant pour moi de Libreville, la Baie des Rois, Lambaréné, Franceville. Il faut poursuivre ces projets-là. Je pense que ça a commencé. C'est pour ça que je précisais que nous n'allons pas tout refaire. Nous allons garder les acquis, ce que nous avons commencé, avec l'usine de médicaments génériques, le paracétamol, certains sirops, certains antipalus que nous produisons au Gabon et qui permettent de réduire les coûts, par exemple, de 30 à 40%, qui impactent les populations. Nous sommes aujourd'hui le premier producteur exploitateur de contreplaqueurs en Afrique et le deuxième exploitateur de contreplaqueurs dans le monde. Pour dire qu'il y a une phase de diversification qui a commencé. Il faut la poursuivre. Il ne faut pas que nous repartons à zéro, mais il faut effectivement marquer un stop, voir ce qui a marché et voir ce qui n'a pas marché et rectifier le tir. Vous avez vu encore, concernant les emplois, on a parlé de beaucoup d'emplois précaires récemment. Là également, le ministère du Travail, ça fait du travail pour eux. Il faut renforcer les inspections, il faut contrôler, il faut vérifier que les Gabonais travaillent dans les conditions appropriées. Pourquoi on a l'impression que le Gabonais lambda ne bénéficie pas de tous ces avantages, parfois en rapport avec les prix des matières premières? Vous avez parlé du prix du pétrole. C'est vrai qu'après la crise de 2014, beaucoup de choses ont été chamboulées, mais les prix varient. Parfois, ça augmente, le prix du manganèse, le prix du pétrole. Comment est-ce qu'on fait pour que le citoyen lambda ressente l'impact de ces bénéfices-là, finalement? Non, c'est pour ça qu'il faut tout de même rappeler qu'il y a quand même un effort du gouvernement à travers la subvention des produits pétroliers qui nous coûte chaque année environ 150 milliards. S'il n'y avait pas eu cette subvention, évidemment, les prix devraient être encore beaucoup plus élevés. Mais ce n'est pas suffisant tant que nous n'allons pas produire. C'est pour ça qu'il faut repartir à ce qui est essentiel. Il faut produire dans le secteur de l'agriculture. Nous avons eu le projet graines. On a dit, bon, on a mis l'accent sur le palmier à huile, mais vous savez que le palmier à huile, pour arriver à maturité, il met au moins 7 ans. Donc, je pense qu'on peut commencer par les produits élémentaires. On importe pour 800 milliards chaque année, le riz, le blé, tout ce qui est viande et autres. Donc, je pense qu'on peut lancer un programme d'élevage, un programme de production de riz au Gabon, de bananes et de tomates et autres. Donc, les produits élémentaires. Et je pense qu'on peut avoir des champions gabonais, des made in Gabon, dans le secteur de l'agro-industrie. Donc, ce sont des niches. On peut dire qu'on va commencer 30% de la commande publique réservée aux nationaux, ensuite 5%. On les organise en coopérative. On les tire, on accorde des financements, on regarde les questions foncières, de telle sorte effectivement qu'on puisse contrôler les prix, parce que tant qu'on ne produira pas, ça va être assez difficile. Depuis la prise de pouvoir par les militaires, on observe une certaine méthodologie qui a été mise en place. Le président de la transition a rencontré les différents corps de la société. On a vu qu'il accorde une place essentielle au rôle que doit jouer le secteur privé. Et puis, il y a cette méthode-là économique qu'on veut mettre en place. On veut s'appuyer effectivement sur ces banques locales. On voit que certains efforts sont faits. Quelle lecture vous portez sur cette façon de faire jusqu'à présent, dans le domaine économique, bien entendu? Non, je pense que c'est encourageant. C'est encourageant. Nous avons vu là, par exemple, le remboursement de la dette. On est à 1000 milliards en 2023, mais rien qu'au mois de septembre, nous avons payé 319 milliards. Pour dire que si nous maintenons ce rythme, ça veut dire que notre niveau d'endettement sera en deçà de 50% cette année. Donc, vous avez vu récemment avec Ecobank, qui nous a accordé un prêt à l'État, on parlait de financement par les banques locales, de 158 milliards, qui permettra de rééquiper les institutions de travaux publics, parce que le problème de la route était un problème crucial. L'intérieur du pays, c'est autre chose. Donc, c'était un problème très important pour dire que le président accorde de l'importance aux projets à fort impact sociaux. Je pense qu'il faut continuer dans la sorte. On a vu, en rencontre des retraités, ce qui a été annoncé. On a vu la journée comptable également pour les PME, pour les entreprises, l'ensemble des entreprises gabonaises. La journée comptable permettra au moins à ces entreprises de savoir le jour exact qu'elles seront payées, comme ça se passait au préalable. Parce que vous savez comment ça se passait maintenant. Pour être payé, vous attendez 5-10 ans contre des commissions et autres. Là, au moins, ça permet à ces banques d'avoir des crédits, à ces entreprises d'avoir des crédits auprès des banques. Il y a la confiance qui est rétablie. Elles savent exactement quand elles vont être payées. Et ça booste l'économie. Elles vont embaucher des Gabonais qui vont par la suite avoir des revenus et qui vont consommer. Donc, l'économie tourne. Voilà. Le pays fait des efforts afin d'assainir ses finances. Selon vous, est-ce qu'il existe une démarche type
pour que les choses marchent véritablement. On sait qu'on est quand même dans un contexte assez particulier. Parfois, l'extérieur ne comprend pas très bien les enjeux qui sont posés. On doit répondre de certains actes. Et puis, on a certains partenaires qui ne nous tournent pas forcément le dos, mais essaient de fragiliser les relations qu'on a. On mise sur quoi, finalement, pour mettre en place une démarche type pour relever l'économie et pour diversifier notre économie sans que cela ne soit, disons, très difficile? Non, bon, on va le dire, on a vu récemment le FMI, s'il faut le dire, hein, récemment le FMI qui nous a un petit peu tiré les oreilles. Mais on a également respecté certains engagements au niveau international, notamment le président l'a annoncé lors de sa visite à Riyad. Donc je pense qu'il faut tenir, il faut respecter nos engagements. Il y a beaucoup de projets qui ont été financés dans le cadre de financements multilatéraux. Il est important, dans le cadre de la confiance avec ces bailleurs de fonds qui nous accompagnent. Mais je rappelle encore que c'est à nous de définir nos politiques publiques, c'est à nous de définir nos priorités. Toutes ces institutions financières sont là pour nous accompagner, parce que les réalités parfois sont différentes. Bon, il faudra en tenir compte, c'est très important, les gens nous regardent, mais je pense que il y a une volonté absolue de respecter nos engagements, il y a une réalité, une volonté absolue de terminer les travaux qui ont été engagés. C'est pour ça que je parlais d'une revue de portefeuille de l'ensemble des projets. Avec tous les bailleurs, avec les partenaires locaux, il faudrait qu'on s'asseye pour savoir exactement qu'est-ce qui a été engagé réellement, le niveau d'engagement, le niveau d'exécution des travaux et qu'est-ce qui manque. Ensuite, on peut procéder à une levée de fonds, mobilisation de fonds, pour achever tous ces projets. J'ai pour le cas du bassin versant de Nzan financé par l'Union européenne, à travers le Fonds européen de développement, le FED. Vous avez vu que 2,3 km a été réalisé. Il reste 1,7 km dans la partie gabonaise. Vous avez vu le problème d'inondation il y a 2 jours, parce que ces eaux ne sont pas déversées dans les bras de mer, parce que nous n'avons pas achevé cette partie-là. Donc, il y a un impact qui est là, il y a un impact sur les populations, parce qu'in fine, tout ce que nous faisons, n'oublions pas que les populations doivent le ressentir. C'est d'abord pour ces populations que nous travaillons. Donc, je pense qu'il faut regarder, projet par projet, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est achevé. Les projets déjà avancés, on peut les terminer. On peut les terminer et ça permet effectivement d'avoir une certaine confiance parce que les bailleurs vont continuer à nous accompagner. Il ne faut pas justement qu'on se départit de cela. Et puisqu'on parle de bailleurs, dites-nous, est-ce que ceux qu'on a actuellement, ce sont de bons partenaires ou bien il faut changer complètement nos différentes relations à l'extérieur, selon vous? Peut-être pas changer, mais tout n'est pas parfait. C'est tout à fait normal, mais je pense encore, c'est pour ça que je précisais que c'est à nous d'avoir un programme prioritaire. C'est à nous de définir où nous voulons aller et où nous voulons que les bailleurs puissent nous accompagner. N'oublions pas qu'il y a des appuis budgétaires, il y a également des projets qui sont financés directement par ces bailleurs de fonds. Ce n'est pas aux bailleurs de nous dire où nous voulons aller, parce que c'est nous qui savons exactement quel est le programme, quels sont nos problèmes, quelles sont les priorités des populations. C'est cela. D'ailleurs, la petite histoire, nous avons vu la réunion annuelle de la Banque mondiale qui s'était passée à Singapour. Dans Singapour, qu'on avait tiré les oreilles à l'époque. Il fallait suivre les recommandations, mais ils ont défini la politique publique. On va au Singapour aujourd'hui pour dire que nous n'allons pas en guerre contre les bailleurs de fonds. Mais je dis, il faut que nous-mêmes, nous puissions avoir un programme prioritaire en fonction des priorités des Gabonais. Et les bailleurs sont là pour nous accompagner. Effectivement, regarder si les projets arrivent à terme, parce qu'il s'agit de l'argent qu'on nous paye, que nous devons rembourser. Donc, c'est l'argent des Gabonais, il ne faut pas oublier, les gens nous regardent. Ce sera également votre mot de la fin, dette, inflation, déficit infrastructurel, la lutte contre le chômage, la pauvreté également. On va y arriver en 2 ans? Ça va être assez difficile de tout régler en 2 ans, mais je parlais des fondamentaux. Je parlais effectivement, si les fondamentaux y sont, n'oublions pas que le pays ne va pas s'arrêter en 2025. Il y aura une continuité, il y aura un nouveau président, il y aura des élections, l'administration va continuer. Donc, il s'agit de mettre des fondamentaux pour la suite. C'est très important parce que je parlais d'acquis. Il y aura également des acquis après ces 2 ans, mais c'est très important. Mais je pense qu'il faut déjà regarder ce qui est prioritaire. Tout part d'abord de là. Si nous réussissons cette phase de transition, le reste se passera convenablement. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Un pays, il y a la continuité, comme dans l'administration. Il faudrait que nous soyons méthodiques. C'est pour ça que le président, nous avons vu lorsqu'il a appelé chaque membre du gouvernement, il y a eu une feuille de route. On aurait peut-être souhaité que cette feuille de route soit rendue publique, de telle sorte qu'en début d'année, nous sachions les objectifs de chaque ministre. Et en fin d'année, qu'on puisse nous faire un bilan auprès des Gabonais. Mais c'est déjà bien la méthode. Il y a une feuille de route, chacun sait exactement quelles sont les priorités. Et je pense que cette méthode devrait porter ses fruits. Il y a des attentes,
Mais n'oublions pas que ça ne fait que 3 mois. Et je pense qu'en 3 mois, beaucoup a été fait. Il faut beaucoup de patience, effectivement, Jess Farel-Ndombi. Merci pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie et en développement international. Vous avez répondu à nos questions. Nous sommes en période de transition. Quelle stratégie économique pour que ça marche? Merci d'être placé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Si l'économie gabonaise, on va le retenir, a bénéficié en 2022 des cours élevés du pétrole, la hausse des prix internationaux de l'énergie a également entraîné d'importants coûts budgétaires au détriment des dépenses sociales pour les plus vulnérables et de l'environnement. Aujourd'hui, plusieurs observateurs soulignent l'importance de réformer les subventions au carburant afin d'en limiter le coût économique, environnemental et social, tout en renforçant les programmes de protection sociale de manière à soutenir les populations les plus vulnérables et d'améliorer la viabilité des finances publiques. Restez sur Gabon 24. Quant à moi, je vous dis modestement au revoir.